ils mangent des fruits, ils boivent de l'eau, ils vont à l'école. Et pourtant, leur sang contient des poisons interdits. Que se passe-t-il vraiment dans nos campagnes françaises? Ce que vous allez découvrir pourrait bien tout changer. À mon âge, ce n'est plus simplement une profession, mais une manière de regarder le monde. Pendant plus de 40 ans, j'ai ausculté des cœurs, examiné des corps, calmé des douleurs et parfois accompagné les derniers souffles. J'ai tout vu, la maladie qui surgit sans prévenir, le corps qui se bat, celui qui abdique et celui parfois qui guérit là où on ne l'attendait plus. Mais il y a quelque chose qui me hante encore aujourd'hui, bien après ma retraite. Ce n'est pas une pathologie rare ou une opération compliquée, c'est un poison silencieux, invisible, lenteur perverse, progression muette. Et pourtant, il est là dans votre cuisine, dans l'assiette de vos enfants, peut-être même, à cet instant, dans votre sang. Vous pensez que j'exagère? Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé le 12 octobre dernier, dans une petite commune paisible près de La Rochelle. Ce jour-là, les résultats d'une étude indépendante sont tombés, et moi-même, pourtant aguerri à l'horreur, j'ai eu un frisson. 72 enfants. De 3 à 17 ans, aucun malade en apparence. Tous scolarisés dans des écoles entourées de champs et de vergers. On a analysé leurs cheveux, leurs urines. Ce qu'on y a trouvé dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. 14 pesticides différents, dont plusieurs interdits depuis des années par la législation européenne. Des substances classées cancérogènes probables, des perturbateurs endocriniens puissants, des insecticides aux effets neurotoxiques connus. Parmi eux, le pentachlorophénol, un biocide interdit, le propamocarbe, fongicide utilisé pourtant à proximité des zones habitées, et même des néonicotinoïdes comme l'imidaclopride, responsable de la disparition massive des abeilles et soupçonné d'atteinte au développement neurologique chez l'enfant. Ce que cette étude a révélé, c'est une vérité que nous refusons de regarder en face. Nos enfants sont empoisonnés à petit feu, pas par négligence des parents, pas par choix, mais par l'air qu'ils respirent, par l'eau qu'ils boivent, et surtout, par ce qu'ils mangent. Je me suis souvenu d'un petit garçon que j'ai suivi autrefois, Louis, 7 ans. Il avait développé un syndrome neurologique rare, sans cause génétique identifiable. Sa mère, désespérée, me disait qu'il mangeait pourtant sainement. Légumes, fruits, pas de soda, pas de plats préparés. Je n'avais pas d'explication à lui donner. Aujourd'hui, je me demande, et si c'était déjà là, ce poison, tapi dans les tomates de son assiette, dans la pomme qu'il croquait à 4 heures, cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'une commune de Charente-Maritime. C'est celle de toutes les familles dans toutes les régions de France. Car ce problème est national, systémique et surtout silencieux. Aucun symptôme immédiat, aucun goût suspect, aucun signal d'alarme. Juste des effets cumulatifs, insidieux, qui s'installent, parfois pour la vie. On parle de résidus. Le mot paraît léger, presque inoffensif. Mais les conséquences ne le sont pas. Cancer pédiatrique en hausse, puberté précoce, troubles du comportement, allergie inexpliquée, fatigue chronique chez des enfants de 8 ans. Vous croyez que ce sont des coïncidences? Moi je ne le crois plus. Je ne suis pas venu ici pour accuser les agriculteurs. Beaucoup subissent eux-mêmes ce système. Pris en tenaille entre les exigences de rendement et le coût d'une conversion au bio, souvent inaccessible. Mais je suis venu vous alerter en tant qu'ancien médecin, en tant que père, et aujourd'hui grand-père. Il y a des vérités que l'on ne peut plus taire, et celle-ci en fait partie. Si les enfants d'aujourd'hui sont contaminés, c'est que notre modèle alimentaire est devenu malade. Il est temps de reprendre le contrôle, pas par la peur, mais par la conscience, par l'information, et par des gestes simples que je vous partagerai dans cette vidéo pour protéger ce que vous avez de plus précieux, votre santé et celle de vos proches. Mais avant cela, si ce sujet vous touche, si vous pensez que d'autres doivent entendre ce message, abonnez-vous à cette chaîne. Cela nous aidera à continuer ce travail de transmission et de prévention. Ici, on ne fait pas du divertissement. On parle de vie ou de mort parfois. Et chaque vue, chaque clic, chaque partage peut faire la différence. Maintenant, avant de vous dévoiler les 12 fruits et légumes les plus contaminés en France, laissez-moi vous poser une question. Une simple question de réflexion personnelle. Selon vous, lequel de ces deux dangers menace aujourd'hui le plus nos enfants? A.
les virus, les microbes et les bactéries transmis à l'école ou dans l'air B, les substances chimiques invisibles présentes dans leur alimentation quotidienne. Dites-moi votre réponse en commentaire, A ou B, et surtout expliquez pourquoi. J'ai hâte de lire vos réflexions, car en partageant nos idées, on apprend à mieux se protéger ensemble. Même si aujourd'hui, je suis à la retraite, je ne me suis jamais vraiment détaché de mon serment. On ne raccroche pas la blouse comme on raccroche un métier. Car ce que j'ai vu, entendu, compris au fil des années, continue de vivre en moi. Et ce que j'ai vu récemment, je ne peux plus le taire. On croit, en toute bonne foi, que manger des fruits et légumes, c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé. J'ai moi-même répété cette phrase des milliers de fois à mes patients, dans mon cabinet de campagne, sur les bancs de conférences, et même autour de ma propre table familiale. Mais aujourd'hui, je dois vous dire quelque chose de douloureux à admettre. Ce conseil-là est devenu dangereux, s'il n'est pas accompagné d'une mise en garde. Je vais vous parler de ce que j'appelle désormais les faux amis du panier. Ce sont ces fruits et légumes que nous achetons avec l'idée de faire du bien à notre corps, à nos enfants, à nos parents vieillissants, mais qui, dans bien des cas, sont devenus les vecteurs invisibles de substances que je n'aurais jamais tolérées dans mes prescriptions. Prenons la laitue par exemple, un aliment modeste, simple, associé à la fraîcheur, à la légèreté. Pourtant, ce que j'ai découvert dans les dernières analyses officielles m'a glacé. On y trouve régulièrement du glyphosate. Vous savez, cet herbicide si controversé que l'Organisation mondiale de la santé a classé comme cancérogène probable. À cela s'ajoute le métolachlore, soupçonné de perturber le système hormonal. Deux produits que l'on n'imaginerait pas sur une feuille verte si innocente. Mais ce n'est qu'un début. Les épinards, si souvent recommandés pour le fer et la vitalité, contiennent parfois du diméthoate, un insecticide neurotoxique. Pire encore, certains échantillons ont révélé la présence de DDT, une molécule interdite depuis des décennies. Comment est-ce que possible? Je me le demande encore. Est-ce la terre, l'eau, un héritage toxique de notre agriculture passée qui continue de contaminer notre présent? Et puis, il y a les fraises. Elles font briller les yeux des enfants, elles évoquent l'été, les souvenirs de confiture de grand-mère, et pourtant, elles figurent parmi les fruits les plus traités chimiquement. Le carbendazime, fongicide perturbateur endocrinienne, y est parfois retrouvé. Mais ce qui m'a choqué, c'est la présence de primidone, une molécule normalement interdite dans toute l'Union européenne pour sa toxicité. D'où vient-elle? Souvent de fruits importés. Et nous les consommons, sans le savoir, avec la conviction de faire une collation saine. J'ai encore en mémoire une scène marquante. Une jeune mère, enceinte de son deuxième enfant, m'avait consulté pour des troubles digestifs chroniques. Elle mangeait équilibré, disait-elle. Beaucoup de fruits, de légumes, peu de viande. En recoupant ses habitudes alimentaires et les résultats de ses analyses, j'ai commencé à soupçonner non pas une pathologie interne, mais une intoxication chronique douce, issue de ces aliments-là, même censés lui faire du bien. Les tomates, que nous aimons tant en salade, en sauce, en soupe, sont elles aussi souvent contaminées par des fongicides comme le maneb ou le dithiane M45. Le maneb, en particulier, est classé comme perturbateur endocrinien et potentiellement reprotoxique, c'est-à-dire qu'il peut nuire à la fertilité. Imaginez un fruit si quotidien, si universel, porteur de tant de risques, en toute discrétion. Les pommes, un classique. Une pomme par jour éloigne le médecin, dit-on. Pourtant, je vous le dis avec tristesse, je n'ai jamais vu autant de patients exposés à des résidus de DP, un agent de conservation interdit en Europe, mais encore présent dans les pommes importées ou stockées longtemps. Et que dire des pêches, des nectarines, des poivrons, ou même des raisins, ces derniers étant en tête de liste, avec près de 90% des échantillons testés positifs à un ou plusieurs pesticides. Le plus dramatique dans tout cela, c'est que le consommateur n'a aucun moyen de le savoir à l'œil nu. Les fruits et légumes les plus contaminés sont souvent les plus brillants, les plus beaux visuellement. La toxicité, elle, est invisible, silencieuse et cumulable. Ce que je veux vous transmettre, ce n'est pas un discours alarmiste. Ce n'est pas non plus un appel à la paranoïa, c'est un appel à la lucidité.
Ce que nous appelons alimentation saine ne peut plus être défini uniquement par la quantité de fibres ou de vitamines qu'un aliment contient. Il faut désormais y intégrer une question cruciale. À quel prix nutritionnel, chimique et sanitaire obtenons-nous ces bienfaits apparents? Dans les années 80, quand je commençais ma carrière, on se méfiait des excès de gras, de sucre. Aujourd'hui, je crois sincèrement que le plus grand danger, c'est la dose invisible, celle que vous ne goûtez pas, que vous ne voyez pas, mais qui entre en vous à chaque bouchée. Je vous parlerai dans les prochains instants des moyens de vous protéger. Il existe des gestes simples, concrets, mais avant cela, prenez un instant. Regardez votre frigo, votre panier de courses. Posez-vous cette question essentielle. Ces aliments nourrissent-ils vraiment votre santé ou l'illusion de votre santé? Car si nous voulons guérir quelque chose dans notre société aujourd'hui, ce n'est pas seulement le corps, c'est aussi notre regard sur ce que nous croyons bon. Voilà le vrai traitement que je vous propose. Et croyez-moi, aucun médicament ne peut remplacer la conscience éveillée d'un consommateur éclairé. Ce que je vais vous dire dans les prochaines lignes n'a rien à voir avec une théorie ou une idéologie. C'est le fruit d'années de pratique, de consultation, d'observation et d'un profond désenchantement. Car après toute une vie à recommander une alimentation saine, à dire à mes patients de manger plus de fruits et de légumes, je suis obligé aujourd'hui d'ouvrir les yeux et de poser cette question dérangeante. Pourquoi, malgré toutes les réglementations, les promesses politiques, les alertes scientifiques, trouve-t-on encore autant de pesticides dans notre alimentation? La réponse n'est pas simple. Elle ne se résume pas à un coupable unique, mais à un système malade, dont les mécanismes sont bien plus complexes qu'on ne veut le croire. J'ai commencé à m'interroger il y a plusieurs années en lisant une étude sur la présence de pesticides interdits retrouvés dans des pommes françaises. Je me suis dit, c'est impossible. Ces substances ne sont plus autorisées en France depuis des années. Et pourtant, elles étaient là, décelées à l'analyse. Ce jour-là, j'ai compris que la législation, aussi stricte soit-elle sur le papier, ne suffisait plus à nous protéger. La première explication, et sans doute la plus insidieuse, réside dans l'héritage toxique de notre passé agricole. Car un pesticide, une fois épandu sur la terre, ne disparaît pas avec la pluie. Certains, comme le DDT ou l'atrazine, peuvent persister des décennies dans les sols, les nappes phréatiques, les poussières. Et même si l'agriculteur d'aujourd'hui cultive de manière plus raisonnée, les résidus d'hier remontent à la surface. Je l'ai constaté moi-même dans certains dossiers médicaux d'enfants vivant en zone rurale. Des taux de substances obsolètes dans leur organisme, alors même que leurs parents affirmaient en consommer bio ou local. La deuxième explication est plus contemporaine. Elle tient à la mondialisation de notre assiette. Aujourd'hui, il est très facile d'acheter des raisins en hiver, des fraises au mois de mars, des tomates parfaitement rouges toute l'année. Mais à quel prix? Une grande partie de ces produits provient de pays où les règles sanitaires ne sont pas alignées avec celles de l'Union européenne. En tant que médecin, j'ai souvent vu passer des analyses de résidus sur des fruits importés du Maroc, du Brésil ou d'Asie, montrant des traces de molécules interdites depuis longtemps chez nous. Le problème, ces produits passent parfois les contrôles grâce à des tolérances, ou simplement à cause d'un manque de moyens pour inspecter chaque cargaison. Je me souviens d'un patient, cuisinier dans une école primaire. Il était convaincu de faire du fait maison pour les enfants, de leur préparer des plats équilibrés, colorés, mais lorsqu'il a commencé à se renseigner sur l'origine de ces matières premières, il a découvert que les pommes arrivaient du Chili, les haricots du Kenya, les oranges d'Égypte. Et là, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Docteur, je croyais nourrir des enfants. J'ai peut-être contribué à les empoisonner sans le savoir. » La troisième raison tient à l'échec collectif de la politique de réduction des pesticides en France. Depuis des années, des plans se succèdent, comme Ecophyto, censé réduire de moitié l'usage de ces produits. Mais les chiffres sont têtus. Non seulement les quantités utilisées ne baissent pas, mais certaines molécules particulièrement préoccupantes continuent d'être massivement répandues. Pourquoi? Parce que les agriculteurs sont piégés dans un modèle qui ne leur laisse guère le choix. Ils doivent produire beaucoup, vite, à bas prix. Et sans ces béquilles chimiques, nombreux sont ceux qui n'arrivent tout simplement plus à vivre de leur travail. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs agriculteurs dans ma région, à la retraite ou toujours en activité.
aucun ne m'a dit aimer utiliser des pesticides. Tous m'ont parlé de pression économique, de dette, de rendement à atteindre. L'un d'eux m'a confié « Je sais que ce n'est pas bon pour moi, ni pour mes enfants, mais si j'arrête, je perds ma ferme. » Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un criminel, c'est un homme pris dans un engrenage plus fort que lui. Le dernier facteur, et peut-être le plus négligé, c'est notre propre comportement de consommateur. Nous voulons des fruits parfaits, sans tache, calibrés, brillants, qui se conservent longtemps, ce que j'appelle la tyrannie du bel aliment. Mais cette exigence esthétique pousse, sans que nous le réalisions, à des traitements chimiques intensifs pour satisfaire cette illusion de perfection. Le fruit qui pousse lentement, qui a une forme irrégulière, qui est marqué par le soleil ou le vent, celui-là, nous ne le choisissons pas. Et pourtant, il est souvent bien plus naturel, bien moins chargé. Je vous le dis avec gravité. Tant que nous continuerons à exiger des fruits d'apparence parfaite à un prix toujours plus bas, tant que nous préférerons la quantité à la qualité, tant que nous fermerons les yeux sur l'origine de ce que nous mangeons, nous serons complices, malgré nous, de cette contamination silencieuse. Je ne veux pas dresser un tableau noir sans issue. Mais pour agir, il faut d'abord comprendre. Ce n'est pas un seul acteur qui est responsable. C'est un système dans lequel tout est lié. La terre, les lois, les importations, le marché et nos choix individuels. Je crois encore qu'un autre modèle est possible. Mais il ne naîtra pas d'un décret. Il naîtra de la prise de conscience collective, du courage de dire non, de notre capacité à réinventer le lien entre agriculture, santé et alimentation. Et moi, en tant que médecin, même à la retraite, je resterai toujours du côté de ceux qui choisissent entre la vie. Pas la vie parfaite, mais la vie consciente, enracinée, vigilante. Parce que la première des médecines, c'est ce que l'on met dans son assiette. Et aujourd'hui, cette médecine-là est en danger. À ce titre, j'ai longtemps été ce que l'on appelle un prescripteur de bonnes habitudes. J'ai conseillé, prescrit, rassuré. J'ai vu des générations entières, d'hommes et de femmes, venir me demander ce qu'il fallait manger, comment il fallait vivre pour rester en bonne santé. Et pendant très longtemps, la réponse m'a semblé claire. Manger des fruits, manger des légumes, éviter les excès, bouger un peu. Mais aujourd'hui, cette réponse simple n'est plus suffisante. Aujourd'hui, je dois vous parler non plus comme un professionnel de la santé en activité, mais comme un homme âgé, témoin d'un système qui s'est complexifié et qui nous oblige à faire des choix bien plus subtils. Je sais que ce que je vais dire va heurter certaines convictions, mais je le dis avec bienveillance, avec honnêteté, et avec l'expérience de celui qui a vu les effets concrets sur les corps, les analyses biologiques, les dossiers médicaux, les diagnostics incompréhensibles. Nous vivons dans un monde où l'alimentation, ce geste fondamental, est devenu une source d'inquiétude. Et le consommateur, lui, est pris dans un dilemme. Faut-il encore manger des légumes s'ils sont potentiellement contaminés ? Peut-on se fier aux étiquettes? Est-il possible de bien manger sans se ruiner? Je veux vous répondre clairement, oui. Il est encore possible de manger sainement, mais cela demande une vigilance active, une connaissance pratique et parfois un certain courage d'aller à contre-courant. J'ai souvent entendu dans mon cabinet cette phrase désabusée. « Docteur, je voudrais bien acheter bio, mais je n'ai pas les moyens. » Et je comprends cette difficulté. Je sais que pour beaucoup, le bio est vu comme un luxe réservé à ceux qui en ont les moyens. Mais entre manger des aliments contaminés et se ruiner dans les magasins spécialisés, il existe des gestes intermédiaires, concrets, accessibles et surtout efficaces. Le premier geste, le plus simple et pourtant le plus négligé, c'est de laver systématiquement les fruits et légumes. Avec rigueur, avec méthode. Ce n'est pas un simple passage sous l'eau. Il faut frotter, éplucher quand c'est possible, et surtout les laisser tremper quelques minutes dans un mélange d'eau avec du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude. Ce geste, je l'ai recommandé à mes propres enfants et aujourd'hui à mes petits-enfants. Il ne supprime pas 100% des résidus, mais il en élimine une part significative. Et c'est cette part, chaque jour réduite, qui fait toute la différence à long terme. Le deuxième réflexe, c'est de varier son alimentation autant que possible. Je ne parle pas ici de diversifier les recettes, mais bien de ne pas consommer chaque semaine les mêmes fruits ou légumes, surtout s'ils font partie des catégories les plus traitées. Pourquoi ? Parce que la toxicité des pesticides est souvent cumulative.
En variant les sources, vous diminuez le risque d'exposition répétée à une même molécule. C'est une logique de dispersion du risque, et c'est une stratégie de santé que je défends depuis des années. J'ai connu des familles qui consommaient chaque jour les mêmes tomates, les mêmes pommes, les mêmes fraises, en toute bonne foi. Mais ces habitudes répétitives, dans un monde où la contamination est invisible, peuvent malheureusement devenir un facteur aggravant. Alors, ayez la curiosité de découvrir d'autres fruits, d'autres saisons, d'autres saveurs. La nature est vaste et elle a tant à offrir si l'on accepte de sortir un peu des sentiers battus du supermarché. Le troisième principe, c'est de faire attention à la provenance des produits et dans la mesure du possible, de réduire la consommation de fruits et légumes importés hors d'Europe. Je ne dis pas cela par réflexe protectionniste, mais parce que j'ai vu trop de rapports démontrant l'usage de substances interdites en France, mais encore autorisées ailleurs. Vous n'avez peut-être pas les moyens d'acheter bio, mais vous pouvez déjà choisir un produit local, de saison, cultivé dans une zone moins intensive. Et parfois, ces produits se trouvent tout simplement sur le marché de votre quartier, dans un petit étal tenu par un maraîcher qui connaît sa terre, ses pratiques et ses limites. Je me souviens d'un homme, dans une commune rurale du sud-ouest, qui cultivait quelques rangs de légumes pour sa famille. Un jour, il a commencé à vendre son surplus à ses voisins. Ce n'était pas du bio certifié, mais il n'utilisait aucun produit chimique. Il disait « Je cultive comme je veux, nourrir mes enfants ». Ce genre de relation directe entre producteurs et consommateurs vaut toutes les certifications du monde, à mes yeux. Et elle est possible, dès lors que l'on crée du lien, que l'on sort du réflexe d'achat rapide et anonyme. Enfin, et c'est peut-être le conseil le plus délicat à entendre, je crois qu'il nous faut réduire nos attentes irréalistes envers l'alimentation. Nous voulons tout de suite, toute l'année. Des tomates en hiver, des fraises à Noël, des melons en mars. Mais la nature a un rythme. Et respecter ce rythme, c'est aussi respecter sa santé. Un fruit hors saison a souvent parcouru des milliers de kilomètres, traité, conservé, emballé. Il a perdu bien des nutriments en chemin et gagné des substances que je n'ose même plus nommer parfois. Apprendre à manger moins, mais mieux. Moins souvent certains produits, mais avec plus de conscience. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un retour à l'essentiel. Et c'est une forme de médecine préventive que je crois aujourd'hui indispensable. Je le dis avec humilité, nous avons perdu, collectivement, une part de notre autonomie alimentaire, et avec elle, un peu de notre liberté. Mais cette liberté, nous pouvons la reconquérir, pas à pas, en éduquant notre regard, en reprenant le pouvoir sur ce que nous choisissons de mettre dans notre assiette. Pas besoin de changer le monde en un jour, il suffit parfois de changer un réflexe, une habitude, une exigence. Je vous ai parlé aujourd'hui comme je le faisais dans mon cabinet lorsque je sentais qu'un patient avait besoin d'un mot juste, d'un appui simple pour reprendre confiance. Car la santé, je le crois plus que jamais, ne se résume pas à éviter la maladie. C'est l'art de nourrir la vie en conscience. Et cela commence tout doucement dans notre propre cuisine. Après une vie entière consacrée à soigner, à écouter, à prévenir, il me reste quelque chose que je ne peux pas garder pour moi. C'est ce sentiment de responsabilité, plus fort que jamais, de transmettre. Parce qu'à mon âge, on ne cherche plus à convaincre, mais à éveiller. On ne cherche plus à imposer des vérités, mais à semer des prises de conscience. Et ce que je veux semer ici, aujourd'hui, c'est l'idée que chacun de nous a le pouvoir de reprendre le contrôle sur sa santé, sur son alimentation, sur sa dignité. J'ai longtemps cru que la médecine consistait à traiter la maladie. Mais au fil du temps, j'ai compris que la vraie médecine, la plus puissante, la plus durable, commence bien avant les symptômes. Elle commence dans nos gestes quotidiens. Elle commence dans la façon dont on choisit ses aliments, dont on les prépare, dont on les partage, et surtout dans la conscience qu'on y met. Il serait facile de se résigner, de croire que tout est contaminé, que tout est faussé, que nous ne pouvons plus rien faire face à un système trop vaste, trop opaque. Mais je vous le dis avec force, ce n'est pas vrai. Chaque choix que vous faites, chaque produit que vous sélectionnez, chaque producteur que vous soutenez, chaque question que vous posez, c'est un acte de résistance, c'est un acte de soin, pour vous, pour vos enfants,
pour vos petits-enfants, ce monde dans lequel nous vivons, celui des pesticides invisibles, des aliments standardisés, des labels parfois trompeurs, nous pousse à devenir passifs, à consommer sans questionner, à nous adapter sans comprendre. Mais la santé ne naît pas dans la soumission. Elle naît dans l'éveil, dans la responsabilité, dans le lien retrouvé avec ce que nous mangeons. Je me souviens d'une patiente, Jeanne, une femme de 68 ans, autrefois malade chronique, qui avait l'habitude de prendre 5 médicaments par jour. Elle était fatiguée, résignée, persuadée que vieillir signifiait dépérir. Un jour, elle a changé. Non pas parce qu'on lui a prescrit une nouvelle molécule, mais parce qu'elle a commencé à cuisiner, à s'informer, à redécouvrir les produits de saison, les marchés de producteurs. En 6 mois, elle a retrouvé une énergie que même moi, je ne pensais plus possible. Elle m'a dit cette phrase magnifique. « Docteur, je croyais que mon corps m'abandonnait, mais c'est moi qui l'avais oublié. » Je vous parle de cela parce que je crois profondément que notre époque a besoin de réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec notre propre responsabilité. Nous devons sortir de cette logique d'attente passive d'un système qui nous protège, d'un État qui régule, d'une industrie qui agit dans notre intérêt. Ce modèle-là a montré ses limites, et plus encore, il nous a dépossédés de notre autonomie. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour retrouver ce lien vital entre la terre, l'aliment et la santé. Ce lien, nos grands-parents le connaissaient. Ils ne parlaient pas de bio, ni d'indice glycémique, ni d'oméga 3. Mais ils savaient d'où venait ce qu'ils mangeaient. Ils savaient que la saison dicte le goût, que la proximité garantit la fraîcheur, que la modération est une forme de sagesse. Aujourd'hui, nous devons retrouver cette forme d'intelligence oubliée. Loin des discours marketing, loin des injonctions nutritionnelles anxiogènes. Retrouver le bon sens. Retrouver l'humain. Je ne suis pas naïf. Je sais que tout le monde n'a pas accès à des produits locaux, à une cuisine de qualité, à du temps pour choisir. Mais je sais aussi que tout commence par un petit geste. Laisser de côté une fraise d'hiver venue du bout du monde. Privilégier une pomme un peu tachée mais cultivée près de chez soi. Oser poser des questions à son commerçant. Apprendre à lire une étiquette. Apprendre à dire non. Non à l'ultra transformé, non à la fausse abondance, non à l'illusion de la santé industrielle. Je crois que l'avenir de notre alimentation, et donc de notre santé, ne viendra pas d'une réforme venue d'en haut. Il viendra de millions de petites décisions individuelles. Il viendra de vos choix, de vos gestes, de vos refus et de votre exigence. Oui, votre exigence est précieuse. Elle est politique, elle est médicale. Elle est humaine. C'est elle qui fera évoluer l'offre. C'est elle qui rendra obsolètes les produits dangereux. C'est elle qui créera un nouvel équilibre, plus juste, plus vivant, plus durable. Je vous parle ici non pas comme un expert qui sait, mais comme un médecin qui a vu les dégâts silencieux d'une alimentation déconnectée de la nature, qui a vu les souffrances de ceux qui ne comprenaient pas pourquoi leur santé déclinait alors qu'ils pensaient bien faire. Mais aussi comme un homme qui a vu des corps se régénérer, des habitudes se transformer, des familles retrouver la joie de manger ensemble, simplement, sainement. Alors aujourd'hui, je vous tends la main, pas pour vous alarmer, pas pour vous accuser, mais pour vous inviter à reprendre le fil de ce que signifie se nourrir, à retrouver la joie de choisir, à faire de vos courses un acte de soin, à faire de votre cuisine un espace de guérison et à faire de chaque repas un moment de lien avec ce qui vous entoure et vous construit. Nous ne sommes pas impuissants, nous ne sommes pas seuls. Et tant qu'il y aura des femmes et des hommes pour chercher à mieux comprendre, à mieux choisir, à mieux transmettre, il y aura de l'espoir. Parce que l'espoir, ce n'est pas une utopie, c'est une responsabilité partagée. Et en tant que médecin, même retraité, c'est cela que je veux continuer à soigner, cette capacité que nous avons tous à devenir acteurs de notre santé. Ce pouvoir, vous l'avez déjà. Il est là, dans votre cuisine, dans vos mains, dans votre regard. Il vous suffit de le réveiller. Nous venons de traverser ensemble un chemin que peu osent regarder en face. Ce chemin, c'est celui de la vérité cachée dans nos assiettes, de cette pollution invisible que l'on avale chaque jour avec innocence, parfois avec amour, pensant nourrir nos proches, nos enfants, nos parents vieillissants. En tant que médecin, j'ai longtemps été du côté de la science. Des analyses, des diagnostics. Mais avec le temps
Et peut-être aussi avec l'âge, j'ai appris à écouter une autre vérité, celle du bon sens, de l'intuition, de l'observation humaine. Et ce que j'ai observé, ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris, je ne pouvais pas le garder pour moi. Nous vivons dans un monde qui va vite, qui produit beaucoup, qui vend plus encore. Mais ce monde oublie parfois que l'essentiel ne se vend pas. La santé, la vraie, ne s'achète pas dans une pharmacie. Elle se cultive jour après jour dans nos gestes, dans nos choix, dans notre façon de vivre. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans notre façon de manger. Ce que je vous ai partagé à travers cette série de réflexions, ce ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des faits, des constats, des preuves. Mais plus encore, ce sont des appels à la lucidité, à la responsabilité, à la réconciliation. Oui, réconciliation entre nous et la terre, entre notre corps et ce que nous lui offrons, entre nos valeurs et nos actes quotidiens. Car au fond, ce n'est pas seulement de pesticides qu'il est question, c'est de notre rapport à la vie, à ce qui la nourrit, à ce qui l'empoisonne. C'est de notre capacité à dire non aux mensonges des apparences, et oui, à la vérité des choses simples. Un fruit imparfait, mais sain. Un repas modeste, mais préparé avec conscience. Un producteur local soutenu par notre confiance, et non une grande enseigne qui nous promet le monde en promotion. Je le sais, tout cela demande un effort. Cela demande du temps, parfois un peu plus d'argent, souvent de changer des habitudes enracinées. Mais cet effort-là n'est pas une contrainte. C'est un investissement sur la vie, sur notre vitalité, notre autonomie, notre dignité. Et c'est un legs inestimable que nous pouvons offrir à nos enfants, bien plus précieux qu'un héritage matériel. Si je me donne encore la peine de parler, d'écrire, de partager tout cela alors que je pourrais me reposer, c'est parce que je crois qu'il est de notre devoir, à nous, les aînés, de transmettre, de ne pas laisser les plus jeunes seuls face à un système opaque, de leur montrer qu'un autre chemin est possible, qu'il existe encore des repères fiables, des choix justes, des vérités simples, et que cela commence ici, maintenant, dans vos cuisines, dans vos cœurs, dans vos consciences. La leçon essentielle, si je devais n'en retenir qu'une, est la suivante. Chaque petit geste compte. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, ni radicaux, ni experts. Vous avez simplement besoin d'être vigilant, informé, cohérent. Lavez mieux vos fruits, choisissez local quand vous le pouvez, diversifiez ce que vous mangez, interrogez les étiquettes, soutenez des circuits courts et surtout, éveillez les autres autour de vous. Car la santé, comme la connaissance, se partage. Maintenant, je vous pose une question toute simple. Pour vous, votre expérience, vos réflexions personnelles. Et vous? Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de consommer ces dernières années? A. Je fais plus attention à l'origine et à la saison des produits B. Je consomme toujours pareil, mais je commence à me poser des questions. Dites-le moi en commentaire, avec sincérité. C'est en échangeant nos points de vue que l'on s'éclaire mutuellement. Et si ce contenu vous a été utile, si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous à cette chaîne. Cela m'encourage énormément. Je suis un vieil homme, mais je veux encore servir. J'ai choisi de consacrer mon temps, ce qu'il me reste, à transmettre ce que je sais pour le bien commun. Un petit don, même modeste, peut aussi faire une grande différence. Il permet de financer les recherches, le montage, la diffusion. Il me permet, malgré mon âge, de continuer à écrire, à enregistrer, à partager. Et surtout, il me donne l'énergie de croire que ce travail est encore utile.